quelques petits soucis techniques. Alors, je me présente Max, qui est la personne qui s'est occupée de développer les projets de Mayol et qui donc pourra répondre à vos questions techniques ou plus sur Valorem et sur le projet lui-même. Donc, si ça vient, simplement pour vous dire qu'on ne peut pas vraiment venir me voir en ce moment, c'est un peu compliqué comme vous le savez. Du coup, on propose cette formule pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, moi, je vais parler un peu, et puis après, je vais surtout répondre à vos questions. Et Max est là pour apporter son expertise sur le projet en lui-même, si ça vous convient. Vous avez à peu près bloqué vos mots, tout ça, je me vachement bien. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est simplement débloquer le micro au moment où vous avez une question, puis refermer le micro. Enfin voilà, sentez-vous totalement libre. C'est vrai que si tout le monde a le micro fermé, c'est un peu plus agréable pour chacun, mais si voilà, vu qu'on n'est pas nombreux, si c'est compliqué pour vous, voilà, faites comme vous le sentez. Alors, je vais enlever ma tête de là et mettre la présentation. Normalement, vous devriez tous la voir. On est là donc pour parler du financement participatif du projet Mayol. Bonjour. On venait tout juste de commencer, on n'avait rien raté. Donc oui, on est là pour parler du financement participatif du projet Mayol. Ah, les gens commencent à arriver. Excusez-moi, du coup, je les valide. Toc. Ce que je propose de faire, c'est comme il y a des gens ici qui sont des habitués d'Enerfip, qui ont déjà investi, et d'autres qui nous connaissent très très peu, qui sont juste venus sur la plateforme. Je voulais juste vous faire une très rapide introduction sur la plateforme Enerfip, sur qui on est et sur pourquoi on fait ça. Ça sera vraiment pas long, mais ça permet de mettre tout le monde à peu près au même niveau de connaissance, et ça sera un peu plus clair. Encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions, ça sera bien plus agréable pour tout le monde et bien moins ennuyeux. Et Max, n'hésite pas aussi. Donc oui, notre Enerfip, on a créé Enerfip en 2015. L'objectif, même 2014, très exactement, septembre 2014. L'objectif, c'était d'être le maillon manquant entre les gens, la foule, et les projets d'énergie renouvelable. On voulait être un organisme qui faisait de la pédagogie. L'objectif, c'était vraiment d'aider les gens à mieux comprendre les énergies renouvelables, à mieux se les approprier. Et c'est important parce que quand on voit des éoliennes ou des parcs photovoltaïques à côté de chez soi, c'est chouette de pouvoir participer au projet, de pouvoir vraiment entrer dans les projets et mieux les comprendre. Donc on voulait que chacun puisse bénéficier des retombées sur le territoire de ces projets-là. Et c'était une application du circuit court, mais appliquée à l'épargne. L'objectif aussi, c'est de se dire, on a tous plus ou moins d'argent de côté, un petit peu en tout cas, et on ne sait pas à quoi il sert quand il est à la banque. L'objectif, c'était de se dire, on va flécher notre épargne et on va choisir exactement à quoi sert cette épargne. Voilà. Donc l'objectif, c'était la pédagogie, se partager les biens communs, s'approprier les énergies, et puis le circuit court appliqué à l'épargne. Donc jusqu'à présent, on a financé environ 175 projets. Ils étaient tous dans les énergies renouvelables, donc éolien, photovoltaïque et méthanisation principalement, mais on a fait aussi un tout petit peu d'efficacité énergétique et puis d'innovation. Voilà, c'était un peu. On a fait quelques projets. On a collecté 52 millions d'euros. On a une plateforme qui comprend 20 000 membres et on est 19 collaborateurs. Alors, principalement à Montpellier, c'est là qu'est le siège, mais nos collaborateurs sont un peu partout parce que certains ont choisi d'habiter plus loin, proche de leur famille, mais leurs compétences étaient bienvenues chez Enerfip. Donc, on a des gens un peu partout en France, mais principalement, on est à Montpellier.
On existe, comme je vous le disais, depuis 2014, septembre 2014, c'est le mois où nous avons créé Énergie. En octobre de 2014, la loi autorisant le financement participatif est passée. Et donc, d'octobre 2014 à avril 2015, on a travaillé pour obtenir l'agrément de l'autorité des marchés financiers qui nous autorise à faire ça. L'autorité des marchés financiers, c'est les gendarmes de la bourse. Et c'est ce qui fait qu'on est sûr de vous dire les bonnes informations et que vous soyez informés correctement. Dès janvier 2017, on a fêté nos 1000 membres et nos 1 million d'euros collectés. C'est bien content. Et puis depuis, on avance et on en est désormais à 20 000 membres et à 35 millions collectés, c'était en janvier, et là on est à 52 millions collectés. Voilà. On a eu, oui, je peux vous dire ça, on a eu un agrément national pour être redistribué par la banque privée du Crédit Agricole. Donc, on reste évidemment totalement indépendant, mais nos produits, sur certaines collectes, dans certains cas très précis, sont proposés à certains clients du Crédit Agricole. Donc, vous verrez parfois sur la plateforme des collectes réservées aux clients. On a été fondé par 4 copains, 4 garçons qui sont tous les 4 issus du monde des énergies renouvelables, avec des casquettes très différentes. Alors 2 sont plus techniques, Léo et Julien. Léo est notre président, Julien est notre directeur général. Eux, ils ont plutôt développé, alors Léo c'est des barrages hydroélectriques, Julien c'était des centrales photovoltaïques. Et puis, ils ont un peu métier de max avant. Et puis, Sébastien et Edouard sont financiers et sont tous les deux issus des énergies renouvelables. Donc, avec AE4, vous avez les compétences pour analyser les projets et s'assurer du bien fondé, de la solidité des projets en général. C'est là que c'est pour rentrer un peu dans le vif du sujet. Moi, je vous propose de discuter un peu avec Max et moi du projet en lui-même de Mayol, pour lequel vous êtes éligible, puisque les projets chez nous sont très souvent ciblés géographiquement. L'objectif, c'est que ce soit vraiment les gens du coin qui investissent pour différentes raisons. Parfois, c'est par choix, parfois, c'est pas par choix, c'est obligatoire. Mais c'est souvent, la plupart du temps, des projets à côté de chez vous. Donc, le projet de Mayol, c'est un projet photovoltaïque au sol qui a été développé par la société Valorem, qui est lauréat de l'appel d'offres Creux, ce qui veut dire qu'il a obtenu un tarif d'achat de l'électricité par EDF garanti sur 20 ans. C'est une jolie sécurité. Et donc, on vous propose aujourd'hui d'investir dans ce projet-là sous forme d'action ordinaire. Ça veut dire que vous allez prendre des parts dans une société citoyenne qui elle-même va devenir propriétaire d'une partie de la centrale photovoltaïque de Mayol, en même temps que Valorem, évidemment, qui est le propriétaire de l'autre partie. Et donc, sous forme d'action, vous allez toucher un rendement de 5% brut par an pendant 4 ans. Alors, comment ça va se passer? Vous allez investir dans le projet aujourd'hui, verser le capital. Pendant 4 ans, vous n'allez plus rien toucher. Et au bout des 4 ans, vous allez vendre, en fait, vous signez un pacte d'associé qui dit que vous allez vendre vos actions au bout des 4 ans et que Valorem va acheter ces actions. Et quand ils vont vous les acheter, ils vont vous les payer avec une plus-value de 5%, équivalent à 5% brut par an. Est-ce que c'est clair déjà cette partie-là? Est-ce que vous comprenez le système? Donc, les actions, c'est quelque chose qu'on propose un peu moins souvent. Ça veut dire que vous avez des parts dans une société citoyenne et que vous allez pouvoir... vous ne toucherez rien pendant 4 ans et au bout des 4 ans, vous récupérez la totalité plus la plus-value. Le capital plus la plus-value. Je
Je propose que Max prenne un peu la parole pour parler du projet en lui-même, où est-ce qu'il est situé, comment, je ne sais pas, sa puissance. Puis je vais envoyer un petit peu des questions que vous nous aviez fait parvenir en vous inscrivant. Oui, tout à fait. Je peux prendre le relais, si vous m'entendez. Oui, très bien. Parfait. Alors, projet de Mayol Énergie, c'est un projet qui est projet. C'est même maintenant qu'un projet puisque il est en fonction et la fonction est bientôt terminée. C'est situé au sud de Toulouse, à une trentaine de kilomètres au sud de Toulouse, dans un territoire qui a énormément d'anciennes carrières et d'anciennes gravières. Dans le bassin garonnais. Et donc très souvent, la plupart du temps, quand ces carrières arrivent à fin d'exploitation, elles sont rétribuées aux communes. Alors c'est pas vrai dans 100% des cas, mais c'est très souvent le cas. On n'entend plus. Les communes sont de valoriser des terrains parcs photovoltaïques. Malheureusement, donc ce sont pas faire grand-chose la plupart des terrains. Malheureusement, dont on ne peut pas faire grand-chose la plupart du temps, constructibles. Ils sont la plupart du temps pas forcément les remettre en état agricole, parce qu'il faudrait apporter de l'état agricole, parce qu'il faudrait végétal. Donc voilà, les communes décident très souvent sur ce secteur-là de faire appel à d'autres développeurs, développer des parcs photovoltaïques. Le projet de Mayol Énergie, le projet de Mayol Énergie, il est allé dans son développement relativement vite. Alors, ce que j'appelle son développement, c'est toute la phase. Son développement, c'est avant la construction, la phase amont avant la construction. C'est depuis la maîtrise du foncier, la rencontre initialement avec les propriétaires du foncier et l'obtention de toutes les autorisations. En premier lieu, du permis de construire, donc de l'instruction du permis de construire. Alors là, c'est gestion donc de l'instruction du permis de construire. Alors là, c'est allé puisqu'on a relativement un permis de construire en moins d'un an. On a déposé un permis de 2017 en moins d'un an. On l'a déposé en mai 2017, on l'a obtenu en mai 2018. Un projet qui a été relativement facile, on va dire, avec peu d'impact environnementalement, notamment très peu de contraintes de ce point de vue-là. Et puis il a participé à l'appel d'offres de la Creux qui nous permet d'obtenir le tarif d'achat de l'électricité. C'est extrêmement important pour la construction d'un projet. Les deux grandes étapes, les deux grands sésames qu'on va chercher, ce sont l'autorisation d'urbanisme, le permis de construire et le tarif d'achat de l'électricité. Donc quand on fait les appels d'offres de la Creux, c'est environ tous les 6 mois. Ça concerne, c'est national, ça concerne toute la France, la France métropolitaine, on va dire. Et tous les développeurs proposent leur projet et ils sont sélectionnés sur la base des critères mis en place par la Commission de régulation de l'énergie. Donc ces critères, c'est en premier lieu le prix. C'est nous qui proposons un tarif. Plus on a un tarif qui est bas, plus on va gagner des points. Le type de terrain également qu'on utilise. Alors les anciennes carrières, c'est des terrains qui sont considérés comme des terrains dégradés. Donc on est incité à aller développer le projet. Et donc là on fait lauréat 2018 dès la première candidature. Et puis les travaux, et puis ensuite une fois qu'on est lauréat, on a 2 ans pour mettre en service. Donc là on a un petit peu de en raison du Covid, des mises en service qui ont été un petit peu allongées.
La mise en service, c'est le moment où, excuse-moi Max, mais la mise en service, c'est le moment où le parc photovoltaïque est fini de construire et il est raccordé au réseau et il produit de l'électricité. Voilà, il injecte ses premiers kilowattheures dans le réseau. Voilà, et donc la mise en service est prévue pour janvier. Actuellement, je suis passé il y a 2 semaines, le parc photovoltaïque en lui-même est terminé, quasiment terminé. Et maintenant, Enedis est en train de travailler au raccordement du parc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le projet en lui-même? Est-ce que vous voulez qu'on en discute un petit peu peut-être? Allez, c'est la première question la plus dure, après ça revient. Peut-être une question rapide. On peut aller très loin je pense, dans toutes les questions qu'on peut poser. Mais en termes de technologie, on est sur une technologie photovoltaïque très récente ou c'est quelque chose qui est déjà connu, bon, qui n'est peut-être pas qui n'a pas peut-être le meilleur rendement, mais voilà, c'est un peu pour essayer de comprendre quel type d'équipement vous avez installé. Alors quelque chose d'important que j'ai oublié de mentionner, c'est que dans l'appel d'offres de la Creux, dans les critères, j'ai cité le prix et le type de terrain, et j'ai oublié de citer le bilan carbone des panneaux photovoltaïques. On est incité également à avoir des panneaux photovoltaïques qui ont le bilan carbone le plus bas possible. Donc voilà, on est allé chercher. Ce sont des panneaux extrêmement récents et qui ont un bilan carbone plus qu'honorable. Voilà. Ce sont des Surfer Solar, la marque. C'est une technologie. Ah, on t'entend plus. Tu peux revenir en fait. Voilà, c'est ça, merci. Je disais, c'était une technologie qu'on appelle couche mince. Ok, merci pour cette première question. Qui est propriétaire du terrain aujourd'hui? Alors, le propriétaire du terrain, c'est la commune de Lavernos-Lacasse. Ça a été rétribué. Pardon? Qui est un contrat avec Valorem? Tout à fait, on a un bail amphithéotique sur une durée de 30 ans. Voilà, c'est un bail longue durée. Entre la commune et Valorem? Tout à fait. Y a-t-il une garantie de production? On nous demande à l'écrit. Alors une garantie de production, non, il n'y a pas de garantie de production. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, le seul moment où on gagne de l'argent, c'est quand on injecte des kilowattheures dans le réseau. Donc nous, Valorem, on a intérêt à ce que ce parc produise le plus possible et le plus longtemps possible. Là, on réalise un gros investissement pour la construction et voilà, tout l'intérêt est de maintenir ce parc dans le meilleur état de production possible. Et les gens qui font l'exploitation et la maintenance sont des gens qui font partie de Valorem, sont des salariés de Valorem qui sont basés dans les mêmes bureaux que moi. C'est des gens que je côtoie au quotidien. Donc nous, chez Valorem, on garde les projets de A à Z, du premier jour du développement jusqu'au dernier jour du développement, du démantèlement, pardon. Ce sont des gens de Valorem qui travaillent dessus. Et on nous demande aussi si le but du financement participatif, c'est de donner un coup de pouce au démarrage pendant les 4 premières années. Alors tout à fait, je sais pas Max si tu veux répondre ou si tu veux que je le fasse.
C'est une réponse à la creux, peut-être. Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a ce mécanisme qui est présent dans le cahier des charges de la CRE, qui octroie un bonus sur le tarif d'achat. Nous, chez Valorem, on était parmi les premiers développeurs en France à faire du financement participatif bien avant ce mécanisme. C'est pour impliquer à l'origine, quand c'était vraiment réservé aux gens des communes ou des communes limitrophes, c'était vraiment impliquer la population. Et puis de plus en plus de développeurs ont ça en place, il y a de plus en plus de demandes de la part des citoyens, d'augmentement des citoyens, et la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, a mis en place un bonus, c'est-à-dire que si on atteint ces fameux 40% de fonds propres, on a un bonus de 2 € sur le mégawattheure. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous, quand on candidate à l'appel de CRE, on propose un prix de l'électricité. Je vous dis quelque chose d'approximatif. Par exemple, on dit qu'on va propose notre mégawattheure à 54 €. Mais si on fait en plus le financement participatif, on obtiendra 56 €. 54 plus 2. Voilà. Mais après, c'est pas quelque chose qui est nécessaire pour les premières années. Enfin, à partir du moment où le projet est financé, c'est-à-dire qu'il y a une banque qui a mis l'argent pour financer la construction, voilà, le projet n'a pas nécessite pas amendement de fonds pour survivre, on dire, je sais pas comment dire, mais c'est quelque chose qui est avant la construction qui est sécurisé par le financement bancaire. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur Alexis, ou la dame d'ailleurs? L'objectif, c'est donc d'impliquer les riverains, les gens du coin, et de bénéficier de l'avantage de l'appel d'offres, de l'avantage financier proposé. En termes de risque, cette question, vous parlez donc d'injecter des utilisateurs dans le réseau, et ça c'est d'un côté ce qui est important pour vous. De l'autre côté, pour les investisseurs, c'est effectivement la sécurité de l'investissement et le rendement. Quel est le risque qui est porté par les investisseurs en termes de rendement et en termes qui est remboursé à la fin par rapport à ce risque de pouvoir injecter des kilowattheures dans le réseau s'il y avait un jour, par exemple, des pannes? Quel est le risque pris? Il est existant. C'est-à-dire que moi, à aucun moment, je vous dirais qu'il y a zéro risque d'investir là-dedans. De toute manière, le zéro risque n'existe pas, à part peut-être, et encore, le livret A. Voilà. Sinon, si c'est pas garanti par l'État, il y a toujours un petit risque. Voilà. Si vous achetez un appart et que le quartier se dévalue, vous perdez. Si vous mettez l'argent sous votre matelas et que la maison brûle, vous avez perdu vos sous. Voilà. Donc le risque, il existe et il est inhérent à l'investissement et au fait que c'est de l'épargne. En l'occurrence, nous, on ne propose que des énergies renouvelables parce que le risque est extrêmement limité. Évidemment, le pire que vous puissiez faire, c'est de perdre votre capital. Et ça pourrait avoir lieu, en fait, s'il y avait par exemple une faillite de Valorem. Mais comme vous êtes, d'abord Valorem, je vais vous montrer là-dessus, mais c'est une société qui a quand même quasiment 300 salariés et qui a 25 ans d'expérience. Donc voilà, c'est une société solide. On a vérifié les comptes, c'est une société solide. Mais si jamais il lui arrivait quoi que ce soit, la société citoyenne dans laquelle vous investissez reste propriétaire d'une partie de la centrale photovoltaïque. Et donc comme il y a un actif, la centrale photovoltaïque, on peut la vendre et donc récupérer toute partie du capital. D'accord? Donc, le risque, le fait que vous investissiez dans un actif
ça maîtrise le risque. Ensuite, si on parle de destruction de matériel, par exemple, je sais pas, de la grêle, ça marche plus trop parce que les modules ils sont solides, mais s'il y avait une cassure, une grille machine, enfin quelque chose qui faisait que l'électricité n'était plus produite, il y a des assurances. Donc il y a des assurances à la fois grille machine et à la fois perte d'exploitation. Et après, il peut y avoir un risque, par exemple, d'une nouvelle élection, d'un nouveau gouvernement qui décide de ne plus honorer les contrats d'EDF sur le photovoltaïque. Mais ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même très, très, très peu probable. Voilà. EDF peut faire faillite et décider de plus acheter l'électricité aussi. Mais c'est des risques qui sont extrêmement... C'est des risques... comment on appelle ça? Des risques... inhérents à l'État, quoi, des choses qui sont peu probables. Voilà. Merci pour cette vie. Vas-y, une autre question. Non, enfin, c'était essentiellement cette question-là. Puis après, je pense qu'il est intéressant, c'est cette question qui avait été posée. Quel est le rôle de la commune sur ce projet et quels sont, il y a ce bail amphithéotique, mais quelles sont aussi ses prérogatives, pour comprendre un petit peu ce terrain, donc qu'est-ce qu'elle en fait. Alors, la commune, en fait, c'est le deuxième projet qu'on développe sur cette commune. Alors, le premier, c'était il y a 10 ans, et à l'époque, Valorem n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, on n'avait pas construit le projet, on l'avait cédé à un autre développeur qui l'avait construit. Mais voilà, le maire nous a quand même rappelé, et il veut d'ailleurs qu'on fasse un troisième projet sur sa commune. Le maire est quelqu'un de très favorable aux énergies renouvelables. C'est un projet qui a un impact paysager qui est très faible, dans un endroit où il y a très peu de visibilité de la part de riverains ou de passants. Donc voilà, le projet est co-construit dans son développement avec les élus et notamment le maire, notamment la commune, même s'il y a aussi la communauté de communes qui est sollicitée. Mais voilà, le maire, c'est quelqu'un avec qui on est en contact, pas quotidiennement, mais on va dire toutes les semaines, qui suit de près le développement, l'instruction, le chantier. Voilà, les élus sont vraiment au cœur de la démarche. C'est pour eux surtout qu'on fait les projets, en fait. Après, ils ont pas de, je sais pas si c'est le sens de votre question. Ils sont pas actionnaires du projet, ils sont pas au capital. Mais voilà, nous. Chez nous, ça arrive parfois que les communes investissent en participatif. Je sais pas si. Ouais, tout à fait. Nous, on le met, mais on avait proposé à la commune d'entrer au capital. Ils n'avaient pas voulu. Ce qu'on leur avait proposé, c'était de leur faire une avance de loyer et qu'ils mettent cet argent, qu'ils investissent cet argent dans la centrale. Mais c'était un moment où le maire a actuellement des velléités d'investissement sur d'autres projets dans sa commune, donc il avait pas souhaité. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui avait été proposé à la commune. Puis avoir une question sur les risques. Oui. Alors, ma question intervient plutôt sur la gouvernance. Le pacte d'associés est signé avec la SAS Valorem. Oui. Et la société citoyenne détient 40% de la société productrice.
Tout à fait. Quel est le rôle dans la gouvernance de la société Mayol, de la société citoyenne qui détient 40 personnes? Elle va participer. Elle participe. Voilà. Alors après, en fait, l'ENERFIP sera le représentant de la société citoyenne. Et donc, ça me permet d'avoir un œil sur la bonne gestion, sur le renouvellement des assurances. Enfin, vous voyez le genre de choses. Après, nous, on n'est pas le gestionnaire, et c'est pas c'est pour le domaine. Mais en tout cas, on a un œil. Et si jamais il y a quoi que ce soit, ça me permet de pouvoir d'avoir 40% des parts. Et donc, vous aurez un droit de vote. J'ai une question aussi sur la technologie. J'ai vu qu'il y avait 5000 kWh installés pour une production de 6600 kWh par an. Les panneaux sont posés sur des trackers, c'est ça? Non, il n'y a pas de tracker sur ce parc-là, ce sont des structures fixes. Et vous êtes à 1320 heures de production, donc. Oui, ça doit être à peu près ça, oui. C'est beaucoup, 1320 heures. Hein. Ah bah c'est ce qui... Alors, ça nuit pas à la société citoyenne, hein. C'est pas ce que je veux dire. Je pensais que vous étiez sur tracker. Non, alors il y a une erreur. Je crois que ça a été effectivement sur le site d'ENERFIP, mais c'est une erreur. On met des trackers à chaque fois que c'est possible, mais très souvent sur les anciennes carrières, on ne peut pas mettre de trackers parce que les terrains qui ont été remblayés récemment présentent un risque de mouvement dans les années à venir. Et en fait, les trackers, ça dépend des fournisseurs de trackers, mais la plupart du temps, il y a une barre axiale qui permet d'actionner une très grande rangée de panneaux. Et si on a des différences, si on a des reliefs qui bougent à cause du terrain, on peut pas prendre ce risque-là. Mais ce parc étant fixe. Et sur le nombre d'heures, 1300 heures, c'est ce qu'on a en général dans ce secteur-là. Est-ce que vous avez d'autres sur le projet? Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu de fiscalité ou est-ce que vous êtes le vol des panneaux est inexistant? Non, il n'est pas inexistant, mais comme on a quand même, c'est quand même bien sécurisé. Il y a quand même des caméras, des clôtures qui anti-choc, mais comme Pauline l'a dit tout à l'heure, c'est des choses qui sont assurées. On est assuré contre le vol, on est assuré contre les pertes d'exploitation. Donc voilà. Après les assurances évidemment des garanties en termes de sécurité. Il faut quelques éléments quand même de sécurité, mais voilà, c'est comme tout le risque n'est pas inexistant, mais en tout cas ça ne nous est jamais arrivé sur aucun parc photovoltaïque de nous faire voler des panneaux. Alors, admettons qu'il y a quand même, comme vous dites, dans la vie, il y a des risques, le zéro risque n'existe pas, et ça, vous avez bien raison. Admettons qu'il n'y ait pas toute la production qui était prévue, qui rentre dans le réseau EDF, mais on va dire 50%, pour faire simple.
Et ça, sur une année, on va dire sur une année, en 2021. C'est un temps pourri. Pourri, voilà, il y a effectivement quelques panneaux qui sont défectueux, on ne sait pas. Et donc, la production n'est que de 50% sur une année qui était prévue. Et donc, sur cette année, le rendement sera que de 2,5, c'est ça? Ou alors, le rendement sera de 5, mais il y aura des frais de remplacement du matériel qui n'a pas fonctionné, etc. Où il y a des pénalités. Et donc, la valeur finale qui est de, on va dire, 100% qu'on a investi plus, normalement 4 fois 5, donc 20%, pour être simple, hein, ça va être comment, en fait? Le risque va s'installer le prix va bouger. Vous investissez dans la société citoyenne, c'est pas dans le projet en lui-même, et le prix ne bougera pas parce que de toute manière c'est lissé sur 20 ans, tout ça. Donc d'abord, on a des moyennes d'ensoleillement sur je ne sais pas combien d'années, on a beaucoup de recul pour ce qu'elle sera l'ensoleillement. Ensuite, si la production, s'il y a des bris de panneaux, s'il y a des problèmes, il y a des assurances de perte d'exploitation qui couvrent tout ça. Et donc, vos 5% ne seront pas impactés par la production. C'est pas au réel, si vous voulez. C'est lissé sur la Pardon. Après, Max, si tu veux rajouter quelque chose sur le fait que si la production est moins importante qu'attendu, mais en tout cas, vous, en investissant dans la société citoyenne et pas dans le projet lui-même, vous ne serez pas impacté par ça. Non, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête que c'est décorrélé. Hein, c'est 5%. Ils sont. Alors, je ne sais pas si on a le droit d'utiliser le terme garantie. Mais ils sont décorrélés de. Même si on a un très gros souci, que le parc ne peut pas du tout injecter dans le réseau et que ça prend du temps entre les assurances et les 10, ça n'a pas d'impact sur la société actionnaire. De toute façon, la société citoyenne est complètement décorrélée de la société productrice. En fait, le vrai contrat qui est passé, il est passé à une valeur humaine. Et si la société Mayol se trace, pour quelle raison je ne sais pas, mais aujourd'hui, en fait, la vraie relation, elle est passée avec la société Valorem. Non, parce que la société citoyenne, elle a 40% du parc photovoltaïque de Mayol. Oui, elle a 40% du parc photovoltaïque de Mayol, qui va avoir, par exemple, 6 millions d'euros le jour, qui peuvent bien valoir parce que il y a des théories qui ont été et les assurances ne couvrent pas, mais il n'en reste pas moins par la société. Au bout de 4 ans, c'est Valorem qui reprendra ma part. Oui. C'est pas la société Mayol. Tout à fait. La société Mayol, en fait, on a besoin de s'assurer, c'est qu'il ne faut pas que la société Mayol mette en difficulté la société Valorem. Il faut, pour que Valorem réalise le pacte d'associés, il vaut mieux que la société Mayol marche bien. Ah ben oui. Donc, c'est le seulement qu'on a à garantir. Mais après, sur un peu d'expérience, sur du photovoltaïque fixe, les principaux problèmes techniques et technologiques qu'on a rencontrés se font sur, je ne sais pas, vous allez mettre peut-être 20 000 panneaux. Sur 20 000 panneaux, il peut y avoir 20 panneaux qui sont défaillants. Vous allez avoir des onduleurs qui vont être peut-être de très mauvaise qualité, il faudra se retourner contre le fournisseur. Mais une fois que c'est installé, le photovoltaïque, ça marche, ce qui fait soleil. Ce qui fait soleil, ça marche, ce qui fait pas soleil, ça ne marche pas.
des panneaux photovoltaïques qui sont roulés, c'est quand même des sites isolés. Et le plus grand risque qu'il y a eu au départ du photovoltaïque, c'était plus des coups de fusil du chasseur qu'autre chose. Hein. Quand c'est installé, ça marche tous les jours où il fait soleil. Et s'il ne fait pas soleil, ça ne marche pas. Mais il n'y a pas les variations d'une année sur l'autre, elles sont de 15% à peu près. Mais lissées sur 20 ans, alors bon, je pense que 1300 c'est beaucoup, mais 1200 heures avec max, c'est obligé, ça marche comme ça. Sauf s'il y a des accidents, s'il y a des onduleurs qui lâchent, on les remplace et ça repart instantanément. On démonte, on monte, on appuie sur le bouton et ça marche. Donc c'est pour ça qu'il faut la gouvernance sur les mailloles, il suffit que l'ENERFIP garantisse pour la société citoyenne que le champ des onduleurs, c'est campagne. Oui, c'est ça, mais ça, on surveillera rien. Voilà, mais c'est pas... Et il n'y a aucun intérêt parce que de toute manière, ils ne travaillent pas. Voilà, ils gagnent, comme disait Max tout à l'heure, ils ne gagnent de l'argent que quand ça produit. Ils n'ont aucun intérêt à ce que ça produise. C'est ça. Ça, et peut-être aussi pour compléter, pour assurer monsieur, on a... alors, on est multi-énergie, je ne sais pas si vous le savez, on est principalement éolien, photovoltaïque, quasiment à égalité avec l'éolien, et on est de plus en plus sur d'autres types d'énergie. Donc, on a de très nombreux, on commence à avoir de très nombreux parcs en production et dans ces trois types d'énergie. Et par exemple, sur le photovoltaïque seul, on passe pas tout avec les mêmes fournisseurs, que ce soit de panneaux ou d'onduleurs. Donc on ne peut pas imaginer de cas de défaillance généralisée de toutes nos installations. Voilà. Parce que le risque est dans le grand nombre de fournisseurs différents que nous avons. Donc voilà, on peut dire que la société Valorem ne sera jamais mis en danger par la défaillance d'un parc. Voilà. Merci, c'est vraiment très utile. Pour revenir à ma question qui tourne toujours dans ma tête, le risque qu'on a en tant qu'investisseur, même si effectivement technologiquement parlant il est faible, etc., on ne sait jamais, c'est que la valeur de rachat au bout de 4 ans, qui est estimée maintenant, ne soit pas exactement celle qui est estimée. C'est comme ça qu'on peut voir ce risque-là. Non, il y a un engagement en fait sur ces 5%. Donc, s'il y a un vrai problème et que EDF fait faillite et n'achète plus l'électricité et que au cours des 5 ans, on n'a trouvé personne à qui vendre l'électricité, ce qui n'arrivera pas, parce que moi j'utiliserai toujours mon lave-linge personnellement, mais bon, on ne sait jamais. Dans ces cas-là, c'est possible qu'il y ait une perte du capital ou de la plus-value. Mais à partir du moment où Valorem est solide et à partir du moment où le parc produit, le taux ne peut pas changer. Voilà, même s'il produit moins que prévu, même si l'engagement il est sur le taux et sur la durée. Un peu comme des obligations. Un peu comme c'est déjà chez nous sous forme d'obligation. Il y a une obligation, il n'y a aucun moyen de changer le taux. Il y a la durée, le taux, il n'y a aucun moyen de le changer. Là, c'est pareil. C'est ça. Et alors, c'est très difficile parce que c'est un moment que je mène un peu. Et donc, j'essaie de comprendre quel est le risque de cette action. Parce que quand vous parlez d'action, la valeur qu'une part, j'essaie de voir qu'est-ce qui peut. On voit tous que les actions bougent en valeur. Et c'était juste pour comprendre quelle est l'évolution. Là, ça ne bouge pas. C'est ça qui perturbe, en fait. C'est pour ça qu'on fait cette réunion. D'accord. En fait, ce sont des actions qui ne bougent pas. On a fait des fausses obligations. D'accord.
Pardon. Ouais, il faut peut-être donner le contexte de pourquoi des actions. Voilà. C'est parce que historiquement, dans les cahiers des charges de la CRE, c'était des obligations. Donc nous, on a toujours fait des obligations et c'était très bien, c'était très simple. Et puis, quand le cahier des charges de la CRE a évolué juste avant que Mayol ne soit candidat, et ben c'était plus des obligations, c'était des actions du fait du lobbying d'associations du réseau Énergie Partagée qui militent pour la prise en main par les citoyens des projets. Donc ils ont fait leur lobbying en ce sens-là au niveau de la CRE et du gouvernement. Et en fait, le résultat, cette modification du cahier des charges, ça a été un peu un mix entre les demandes des associations comme Énergie Partagée et des développeurs, mais ça a été un mix qui n'a convenu à personne. Parce que pour nous, ça a été très difficile à mettre en place, ce système par action. Et voilà, avec le risque que ça fasse peur aux gens, parce que derrière le mot action, il y a le mot risque. Donc, effectivement. Et il y a le mot variable aussi. Et donc, il a fallu trouver. Donc, il a fallu trouver une solution. Et donc, on a mis en place des actions parce que c'est obligatoire dans le cahier des charges de la CRE, mais on a modifié les contrats et les pactes d'associés pour que il y ait le moins de risques possible et pas de fluctuation sur la valeur de ces actions. Donc, j'ai sûrement pas le droit de dire ça, mais il faut peut-être les considérer plus comme des obligations. Je comprends mieux. C'est très utile à savoir parce que c'est ça qui me gêne un peu. La valeur minimale et maximale de l'investissement sur ce titre, c'est combien d'euros? Alors, ça va être 10 euros le minimum. J'ai pas entendu. 10 euros le minimum. 10 euros le minimum. 10 euros minimum, d'accord. Et le maximum, c'est à la fin de la collecte. Ça doit être 96 000 et des brouettes. D'accord. Ouais, c'est ça. 10 euros et 90. Alors, il y a monsieur qui nous pose une question par écrit, je me permets de faire parole. Un changement des conditions de charge imposées par le gouvernement est toujours possible, ainsi que sur la fiscalité, même si le risque paraît très faible. Alors, oui, ça fait partie des risques dont je vous ai parlé. Si le gouvernement change les conditions de rachat, ça peut impacter. Sauf que ça veut dire qu'il change les conditions de rachat de manière rétroactive, puisque le contrat est déjà obtenu. Et ça serait très étonnant, assez peu probable, même si le risque zéro n'existe pas, encore une fois. Et en termes de fiscalité, alors oui, ça peut changer. Aujourd'hui, et ça a déjà changé dans les dernières années, aujourd'hui, il y a un maximum d'imposition qui est de 30% sur les particuliers. Ce qui équivaut à la fois aux prélèvements sociaux, c'est-à-dire CSG-CRDS, 17,2%, et l'impôt sur le revenu, au maximum 18%. Donc si vous êtes imposé à 30%, vous ne paierez que 12,8%. Et si vous n'êtes pas imposable, vous ne paierez pas ces 12,8%. D'accord ? Donc ça peut être moins, mais pas plus. Ce qui fait qu'au maximum, ce sera 30% d'impôt. Ça peut changer, c'est vrai. Mais le gouvernement, il y a quand même intérêt à développer au maximum les énergies renouvelables. C'est pas dans leur intérêt. Après, je suis pas dans ma tête, c'est vrai que ça peut changer. Ce qui se passe, c'est que on peut, si je me permets de saisir l'opportunité, on peut éviter ces 12,8% d'impôt sur le revenu en investissement sans via un PEA-PME. Si vous en avez un dans votre banque ou quelque part, et que vous êtes d'accord pour avoir des restrictions de blocage de capital pendant un certain temps, etc. C'est une solution pour éviter l'impôt sur le revenu et donc être imposé à 17,2. Voilà. Apporter quelques éléments de précision sur cette question, par mon expérience,
le prix de rachat de l'électricité produite est un contrat de l'État. C'est un contrat de EDF, d'une entité d'EDF qui s'appelle EDF Obligation d'achat. Et donc, c'est un contrat sur 20 ans. EDF est un prestataire de service qui est sous obligation d'achat, mais c'est un contrat de l'État. C'est un droit, c'est un contrat de l'État. C'est l'État, oui. La Creux, c'est pas EDF. Ce contrat qui est signé entre l'État et le partenaire peut être modifié, effectivement, peut être modifié, mais en droit français, les conditions de modification du contrat par l'État sont assez clairement listées, je ne les ai pas toutes en tête, mais effectivement, il faut une guerre civile, il faut des éléments d'importance. Jusqu'à ce jour, en France, le contrat de l'État a été modifié, on a pu le voir avec les autoroutes, par exemple, la probabilité que l'État modifie son contrat est aussi faible que la chute d'une météorite, ou presque, là où ce projet Mayol est intéressant pour moi, c'est que, en fait, le financement participatif est une obligation de l'État sur Valorem. Valorem a présenté un dossier à la Creux. Pour bénéficier d'aide de l'État, Valorem a dû s'engager sur un financement participatif et sa délégation de Valorem. Et effectivement, je pense que n'importe quelle banque prêterait à Valorem à 3%, 5%. C'est une obligation de l'État liée au financement des énergies renouvelables. Et donc, je profite de cette obligation qui pèse Valorem pour m'intéresser à ce sujet, parce qu'effectivement, tel qu'il est construit, avec la société, en fait, mon intérêt à la sortie, c'est de récupérer mon investissement, plus quelques rémunérations qui ne sont pas des dividendes. Non, c'est une plus-value, oui. Ce que j'ai noté, c'est que la valeur d'achat des actions que je vais prendre, elle est bloquée. Alors que si j'investis aujourd'hui 10 000 € dans Mayol, dans 4 ans, mes actions au plan fiscal et comptable, elles vaudront plus. Elles auront de la valeur. Puisque le projet existe, il a commencé Donc en fait, le blocage sur la valeur, c'est une protection de Valorem. Ce n'est pas une protection du citoyen. C'est aussi un moyen de rendre les choses transparentes pour le citoyen. Tout à fait. Mais c'est d'abord de Valorem. Oui. Mais c'est plus facile aussi. Si on est à 300 heures de production, dans 4 ans, les prix seront remboursés pour moitié. Les actions verront sur l'actif, elles verront 15 000 €. Or, Valorem se protège n'a pas de associés en bloquant la rémunération. Voilà, donc je comprends tout à fait. Et donc, Valorem est l'autre actionnaire à côté de la société citoyenne. Il n'y a que 2 actionnaires. L'un à 60%, c'est Valorem, et l'autre, c'est la société citoyenne à 40%. Oui. D'accord. Et ça peut changer, ça. Est-ce que Valorem pourrait décider de vendre en cours des 4 années 10%, 15% à une autre société? Je crois pas. Mais Max, t'as une idée? Non, je ne sais pas, mais oui, ça doit être
Il faudrait lire le pacte. Quelque chose qui est prévu au pacte d'associés, hein, certainement. Après, c'est pas du tout la stratégie de Valorem aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment en transition de devenir un producteur d'électricité. Donc là, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est par le passé, quand on était beaucoup plus petit et les situations financières plus compliquées, ça nous est arrivé de céder soit des parcs avant la construction, après la construction, en partie, entièrement. Aujourd'hui, c'est plus du tout c'est plus du tout la stratégie de Valorem. La stratégie de Valorem, c'est de garder, d'exploiter tous les parcs qu'on développe. Parfait, merci. Voilà, écoutez, je crois qu'on a pas mal avancé. Je ne sais pas si vous êtes tous inscrits sur la plateforme et si vous savez comment ça se passe. Je peux prendre un moment pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, pour vous montrer un peu la plateforme, vous faire visiter, vous montrer comment vous inscrire. Ceux qui sont déjà inscrits ont peut-être moins besoin, je ne sais pas, comme vous voulez. Est-ce que vous préférez aller dîner Ça prend 5 minutes. Moi, je suis intéressé d'avoir effectivement comment marcherait cette inscription sur votre plateforme. Ah, ok. Hop. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas par la suite. Je pense que n'hésitez pas à les poser. Puis Pauline, les noter. Ouais. Avec plaisir. Ouais, tu l'as, il n'y a pas de souci. Ça marche. Merci, Max. Merci à tous. Je suis à votre disposition si vous avez n'importe quelle question. Merci, Max. Merci à tous. Ok. Bonne soirée alors. Alors, je vous montre. Merci à tous. Bonsoir, merci beaucoup. C'est gentil. Au revoir. Donc là, je suis sur énergie.fr. Ça, c'est notre plateforme. Okay. Et donc, si vous cliquez sur découvrir les projets, vous aurez la totalité proposée par Énergie, dont le projet Mayol. Si vous cliquez sur le projet en lui-même, vous allez avoir plein d'informations sur le projet, avec le nombre d'investisseurs, le montant collecté, et puis ensuite des informations bien plus précises sur le projet, des choses qu'on n'a peut-être pas dit aujourd'hui, on a beaucoup dans la liste. Alors vous, pour vous inscrire, il va falloir cliquer là-dessus. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, si vous avez déjà donné votre adresse mail pour voir les taux, il faudra cliquer sur se connecter. D'accord ? Ensuite, quand vous allez vous inscrire, on va vous poser quelques questions sur d'abord qui vous êtes, alors votre adresse postale, votre nom, votre date de naissance, etc. Ça, c'est des choses complètement basiques. Mais nous, comme je vous disais au tout début, on est agréé par l'autorité des marchés financiers. Et en tant que tel, on doit vous poser des questions aussi sur votre profil d'investisseur et sur vos compétences financières. C'est très simple, mais c'est obligatoire. On va vous demander des fourchettes sur... est-ce que vous avez déjà investi? Qu'est-ce que vous connaissez à l'investissement? Vous allez voir, on a fait ça très facilement, mais il faut y répondre. Parce que c'est ce qui va nous permettre de vous proposer certains projets et pas d'autres. Si vous êtes sur la plateforme, il y a des projets auxquels vous n'aurez pas droit d'investir si vous n'êtes pas suffisamment éclairé en termes de financement et d'épargne. Et puis peut-être que vous êtes super compétent et du coup vous avez accès à tout. Et donc on va vous conseiller et on va vous dire, écoutez là, sur ce projet-là, on pense que vous ne correspond pas à votre profil. Ou alors peut-être que vous avez trop investi par rapport à votre épargne globale, on trouve pas ça sécurisé. Donc, on va vous conseiller. Ce qui fait qu'il faut que vous répondiez au questionnaire le plus vrai possible pour que nos conseils correspondent le mieux à la réalité. Voilà. Donc ça, c'est en inscription sur inscription. On va vous demander également 2 pièces d'identité, un RIB
et un justificatif de domicile. Alors, les deux pièces d'identité, c'est pour vérifier que vous n'avez pas une liste anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Si vous y êtes, vous ne pouvez pas investir. Donc, voilà, quittez la réunion. Si vous ne voulez pas, vous pouvez investir. Et donc, vous pouvez nous fournir de deux pièces d'identité. Le justificatif de domicile, comme Mayol est réservé au département à certains limitrophes du projet, il faut vérifier les biens. Et puis le RIB, c'est parce que quand vous allez récupérer le fonds, il faut bien que vous puissiez emmener votre RIB pour faire le virement. Ça prend quelques minutes. Oui. Et puis, petite question, le département limitrophe, c'est-à-dire c'est vraiment qu'il y a une limite entre le 31 et le département où les investisseurs habitent, ou c'est la même région, c'est l'Occitanie? Alors, en fait, quand le projet photovoltaïque a répondu à l'appel d'offres creux en action, donc ça c'est la version de Mayol, une des conditions de ce financement participatif, c'est le département du projet et les départements limitrophes. Donc, par exemple, pour la Corse, il n'y a que la Corse, parce qu'il n'y a pas de département limitrophe à la Corse. Pour Mayol, qui est dans le 31, il y en a beaucoup plus. Voilà. Donc certains projets, vous voyez là, Théier, Salbris par exemple, répondent à cette contrainte-là de n'être ouverts qu'au département limitrophe du projet. Certains autres vont avoir des comment on appelle ça, des cercles d'ouverture plus précis au début et plus larges à la fin. C'est-à-dire ça peut être ouvert que à la commune, puis à la communauté de communes, puis au département, et enfin ouvrir tous. Et ça, c'est toujours écrit dans les pages des projets. D'accord. Donc là, en l'occurrence, Mayol, ce ne sont que ces départements-là qui peuvent investir. Et c'est pour ça que vous, en tant qu'investisseur, vous ne pouvez pas investir dans l'ensemble des projets d'Enerfip. Donc vous allez dire, je sais pas, vous êtes en Haute-Garonne, vous cliquez sur la Haute-Garonne, et puis là, ça va vous proposer uniquement les projets de Haute-Garonne. Mais vous avez peut-être une maison à la Motte, un appartement au bord de la mer, et donc vous cliquez sur les héros, et là, vous allez aussi avoir les projets dans les héros. Parce que si vous avez des résidences secondaires, ça vous donne accès à ces départements-là, ou des appartements en location, par exemple. D'accord. Donc, sur le 31, le 09 est un limitrophe, on peut... Voilà, exactement. D'accord. Et tout ce qui est limitrophe du 09. Probablement. Enfin, voilà, si on est dans les PO, ça marchera aussi. D'accord. OK. Merci. Voilà. Donc là, vous allez vous inscrire, on va valider votre livret, on va valider votre profil. Et une fois que ça sera validé, vous pourrez faire... Alors, dès à présent, dès votre inscription, vous pouvez faire votre investissement. C'est-à-dire que vous allez cliquer sur le projet Mayol. Alors, attendez, je vais m'inscrire. Je vais me connecter avec mon compte, voilà, comme ça vous allez le voir direct, hop, un petit livret, hop. Et donc, moi j'habite dans le 34, alors ça ne va pas nous proposer les bons projets, mais si on met Mayol, voilà, vous allez cliquer. Là, je suis connectée, d'accord, c'est mon mari, parce que voilà, je voulais pas que ce soit bon, mais peu importe. J'ai aussi le compte de mes enfants, je ne sais pas si vous avez des enfants mineurs, mais ça marche aussi pour les... Enfin voilà, moi j'investis aussi pour mes enfants. Et donc là, vous cliquez sur investir. Et une fois que vous avez cliqué sur investir, vous allez décider du montant que vous souhaitez investir, et vous allez signer un bulletin de souscription. Tout ça, c'est en ligne, évidemment, on ne va pas vous demander d'imprimer un papier, par ligne. Vous allez signer un bulletin de souscription. Si c'est en dessous de 2500 €, vous allez juste remplir des cases. Si c'est au-delà de 2500 €, vous allez recevoir un SMS avec un code. Vous rentrerez ce code. Ça vaudra pour signature électronique. Et ensuite, le temps que nous, on valide votre livret, vous aurez 10 jours pour régler. Soit par carte bleue en dessous de 2000 €, soit par virement. OK. Donc pendant 10 jours, vous demandez à votre banque si c'est selon le montant, soit vous faites par carte bleue, c'est instantané, soit vous le faites par virement. OK. Donc ça, vous pouvez le faire à partir du moment où votre livret est validé. OK, intéressant. Voilà. C'est assez simple. Là, vous avez l'explication de la société citoyenne, porteur de projet, etc. Là, vous avez toujours, que ce soit en obligation ou en action, vous pouvez mettre le montant et vous aurez le montant total récupéré à la fin, le montant que vous voulez investir. Vous mettez ce que vous voulez et vous saurez exactement quel est le montant brut que vous allez toucher. Toujours brut parce que du coup, tout le monde ne paye pas la même part d'impôt. Voilà.
crois que je vous ai montré tout. Est-ce que vous voulez... vous avez des questions là-dessus? C'est bon pour moi, merci. C'est bon pour vous. Alors, écoutez, ça a l'air d'être bon. Si d'autres personnes veulent prendre la parole, c'est le moment. Sinon, je vais raccrocher et vous souhaiter une très bonne soirée. C'est bon. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, merci d'avoir participé. C'était bien agréable d'avoir des contacts un peu avec les gens. Et n'hésitez pas à nous appeler. Vous avez notre numéro partout sur la plateforme. On vous répond avec plaisir pour vous aider à vous inscrire ou que ce soit toute autre question. Merci. Bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.